Eh bien, bonjour, bienvenue dans cette table ronde sur l'ancrage local des entreprises. Table ronde en virtuel, évidemment, avec 6 experts autour de cette table ronde virtuelle. Nous tenterons aujourd'hui et cet après-midi de mieux comprendre ce que recherchent les entreprises pour s'installer, pourquoi choisissent-elles un territoire plus qu'un autre, comment tous les acteurs finalement coopèrent pour se coordonner et puis surtout s'adapter à chaque spécificité de territoire. Nous prendrons l'exemple dans cette table ronde de la métropole de Lyon, très attractive pour les entreprises. Nous irons également en Lorraine, dans la charmante petite ville de Commercy, qu'on connaît beaucoup pour ses madeleines. On partira également dans les Alpes, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui regroupe de nombreux écosystèmes, dont les Alpes avec un écosystème de montagne. Et puis nous verrons comment redynamiser l'industrie dans les territoires avec tous nos intervenants qu'on va rencontrer dans quelques instants. N'hésitez pas à poser vos questions par SMS au numéro suivant, le 07 67 67 29 56. Vous allez avoir un numéro qui va s'afficher a priori pendant cette table ronde. Je répète le numéro 07 67 67 29 56. Voilà donc le programme. Nous allons donc entendre tour à tour nos intervenants. Ce sera quand même plus simple plutôt que de parler tous en même temps à distance, avec aujourd'hui donc Maxime Grosjean, fondateur de Gaming Engineering à Commercy. Bonjour Monsieur Grosjean. Alors il faut ouvrir votre micro, mais Normalement, il est ouvert. Je ne sais pas si vous m'entendez correctement. ça y est, on Parfait, vous merci. entend très bien. On vous reçoit 5 sur 5, Monsieur Grosjean. Merci d'être avec nous. Emeline Baume est avec nous également, première vice-présidente de la métropole de Lyon, en charge de l'économie, de l'emploi, du commerce, du numérique et des commandes publiques. Bonjour à vous, Emeline Baume. Bonjour. Merci également d'être avec nous. J'espère qu'on vous a vu parce que je ne vous ai pas vu apparaître sur mon écran, mais je pense qu'on aura l'occasion de vous revoir un peu plus longuement dans cette table ronde tout à l'heure. Laurence Émieux est également avec nous, directrice générale adjointe de Keolis Lyon. Bonjour Madame Émieux. Bonjour, directrice générale tout court de Keolis Lyon. Merci, Tout bonjour. court, merci de le préciser, vous faites bien de rectifier. Et on poursuit avec Caroline Granier, qui est donc chef de projet à la Fabrique de l'Industrie. Bonjour Madame Granier. Bonjour. Et enfin, Cyril Brun, directeur général adjoint Banque Populaire en Auvergne-Rhône-Alpes, en charge des pôles corporate et marchés spécialisés, président Garibaldi Participation et de la financière de Ruelle. Bonjour à vous. Bonjour Marie, bonjour à toutes et à tous, ravi d'être parmi vous. Merci d'être avec nous. Et Caroline Beaumont, professeure d'économie et chercheure en économie urbaine et géographie au laboratoire d'économie de Dijon, qui a d'ailleurs contribué à l'élaboration de cette table ronde, qui va d'ailleurs justement l'ouvrir, cette table ronde, pour poser un peu mieux le sujet et le cadre de cette table ronde. Bonjour, bonjour à vous. Bonjour, bonjour à tous. Merci Marie. Ce sera Catherine Beaumont pour moi Catherine, aujourd'hui et non pas Caroline, mais bon, après tout, nous pouvons aussi innover. En tout cas, merci et merci à vous, merci à tous d'avoir accepté donc de participer à cette table ronde. Bonjour à nos auditeurs. Et voilà, j'aurais voulu prendre un petit peu la parole au début pour donner quelques éléments, donc notamment relatifs à l'intitulé de cette table ronde et aussi porter de par ma profession, puisque je suis professeur professeur en économie à l'université de Bourgogne-Franche-Comté. Donc, donner un petit peu le point de vue de l'économiste. Alors, notre table ronde interpelle en fait l'économiste en associant l'entreprise à un territoire par la localisation, celle de l'entreprise qui s'installe sur ce territoire et celle du territoire qui va accueillir cette entreprise, et les deux qui imaginent, espèrent que cette association sera durable, d'où le terme d'ancrage. Alors, selon l'économiste, les entreprises, en fait, elles vont choisir de s'implanter dans tel ou tel territoire parce qu'il faut bien se localiser. Et l'économiste parlera d'un choix qui permet de combiner au mieux l'accès à des facteurs de localisation, notamment ceux dont l'entreprise et son entrepreneur ont besoin pour mener de la meilleure façon possible leur activité et en dégager, alors selon
le terme des microéconomistes, un profit maximum. Pour ce que ce terme heurte, nous pouvons imaginer toutes les formes qu'il peut y avoir derrière cette notion de profit. En tout cas, se localiser va sous-entendre des coûts, mais aussi des avantages de manière à pouvoir dégager des bénéfices. Alors c'est tout naturellement que l'on va raisonner de manière quantitative au départ en termes d'avantages comparatifs. Alors du côté de l'offre, bien sûr, l'entreprise, l'entrepreneur va chercher à trouver les facteurs dont il a besoin. Alors ça peut être de la main-d'œuvre, bien sûr, du foncier, du bâtiment, des matières premières, des biens intermédiaires, tous les services supports, des machines, des infrastructures, etc. etc. Et la question qu'il se pose, c'est à quel prix, d'accord? Et bien sûr, avec quel accès? Et ce terme est très important dans la manière dont les entreprises choisissent leur localisation, parce que ces accès sont des accès traditionnels en termes de quantité de facteurs, en termes de qualité de facteurs, en termes de distance, mais également en termes de temps. Et l'accès par les distances est quelquefois synonyme de temps, bien sûr, mais ce temps est aussi l'accès en termes de délai. Alors, du côté de la demande, bien sûr, nous aurons l'accès à des bassins de consommateurs, des aires de chalandise, comme on disait jadis, pour vendre sa production. Alors, à quel prix? Pour quel consommateur? Et bien sûr, selon les disponibilités à payer de nos consommateurs. Alors, le territoire de l'entreprise, du coup, se définit par un ensemble de lieux où les facteurs et les consommateurs dont elle a besoin se trouvent. Et ces lieux sont distincts, plus ou moins proches et éloignés. Alors, si on suit, par exemple, la logique de la localisation optimale à la Weber, donc selon le modèle de localisation d'Alfred Weber, la localisation devient celle qui minimise la somme des coûts d'achat et d'accès à l'ensemble des facteurs et des consommateurs. Les territoires vont chercher à offrir ce dont les entreprises ont besoin, et les entreprises vont quelquefois solliciter des agences ou des personnes intermédiaires pour trouver leur meilleure localisation. Alors, on imagine très facilement maintenant que plus les entreprises et leurs facteurs de localisation, leur bassin de main-d'œuvre, leur bassin de consommateurs vont être proches, et mieux ce sera. Alors, c'est quelque chose de très simple, mais c'est une évidence, si on veut, mais c'est aussi une évidence qui a des conséquences en matière d'organisation spatiale. Alors, le regroupement, l'agglomération ou la concentration va être l'image que l'on a un peu de cet espace qui sera le plus favorable pour que l'entreprise et l'entrepreneur réalisent ses plans. Alors cette logique est d'autant plus vraie en fait que la concentration va être associée à des effets taille. Il va y avoir plus de consommateurs, plus de main-d'œuvre, la fourniture d'infrastructures va pouvoir se développer grâce à ces effets taille. Et au-delà de la taille ou des effets taille, il va y avoir des effets de diversité. On va aussi avoir de la diversité dans l'offre des transports, dans les réseaux, y compris le numérique, dans les fonctions support, dans les types de main-d'œuvre en termes de compétences et de qualifications, dans la diversité de nos consommateurs. Alors, dans ces conditions, on voit très bien que l'organisation spatiale va être celle de la ville ou celle des milieux denses. On va pouvoir conjuguer des effets taille et des effets de diversité. Et ces territoires apparaissent les plus adaptés. C'est d'ailleurs ce que l'on voit dans pas mal d'enquêtes. Lorsque l'on interroge les chefs d'entreprise, il existe en fait une sorte de répartition des secteurs économiques le long de ce qu'on appelle dans notre jargon, le long du gradient urbain-rural, et puis qui est très facilement imagé par une sorte de diminution des densités. Alors, plus les entreprises valorisent la proximité, c'est-à-dire les milieux denses, plus elles sont de petite taille et plus elles vont choisir la ville, le centre des villes. Au contraire, lorsque la contrainte foncière est forte, que le besoin d'accessibilité se dessert, alors les entreprises vont pouvoir s'installer en périphérie, dans les espaces périurbains, voire même ruraux. Alors cet arbitrage sur les facteurs et sur les disponibilités et leur accessibilité est souvent en plus associé à l'idée qu'il faut payer le prix de l'installation en ville. Alors ceci est important et c'est également vrai. Et pour l'expliquer, on fait souvent appel à une explication ou une dimension plus qualitative du choix d'implantation, qui va en fait permettre de comprendre les mécanismes, alors au-delà d'avantages comparatifs, comme je viens de l'évoquer, mais donc une dimension qualitative en fait qui va permettre d'expliquer pourquoi les entreprises sont plus performantes en fait lorsqu'elles choisissent de s'implanter dans tel ou tel territoire, et pourquoi en fait elles sont donc prêtes à payer ce prix
et notamment le prix de l'installation en ville, donc qui sera nécessairement plus élevé que le prix de l'installation, par exemple, à la campagne. Donc ce prix de l'installation dans la ville, dans la grande ville, dans la moyenne ville, dans les espaces périurbains ou dans des villes moyennes. Alors, pour concrétiser cela, on va supposer que derrière les facteurs de localisation, en fait, il y a des acteurs économiques. Les autres entreprises qui vont fournir les matières premières, les biens intermédiaires, qui vont assurer les fonctions support, les commerçants, les consommateurs, les administrations de toute nature. Donc le territoire de l'entreprise, en fait, c'est aussi le territoire des autres acteurs économiques. Alors comment tout cela peut s'organiser, se coordonner, pour que cela fonctionne le mieux pour tous? Alors je vais donner une image. On va imaginer en fait que tous les acteurs sont dans le ciel. Tous les acteurs auxquels on peut imaginer, ils sont dans le ciel et en dessous, il y a une plaine sans rien. Alors tout le monde va tomber en même temps sur le sol. Et chacun, on imagine, va courir un peu dans tous les sens pour trouver l'endroit où s'installer. Alors on imagine un processus d'auto-organisation et la place prise par un acteur, prise par une entreprise, n'est plus disponible pour l'autre. Mais en même temps, comme on l'a dit, la proximité va procurer un avantage. Bref, si vous avez plus besoin que les autres d'être là, vous empêchez les autres d'être à votre place et vous tirez un bénéfice d'être à proximité des autres, alors la concentration va se former et la concurrence pour l'occupation du sol fait que les entreprises qui valorisent le plus les avantages de la proximité et de la concentration seront prêtes à payer plus parce qu'elles y trouvent un plus. Alors, c'est quoi ce plus? Quels sont ces avantages? On va les appeler les économies d'agglomération, comme ça c'est assez simple. La concentration, l'agglomération produit des économies, des avantages. Alors, ce sont des avantages que les entreprises vont retirer de la concentration et de la densité. Ces bénéfices, généralement, naissent d'une meilleure coordination des échanges et des interactions de toute nature. Ces bénéfices se matérialisent par plus de flexibilité, plus d'agilité, et ces bénéfices se traduisent au final en termes de performance et de productivité. Si j'ai un petit peu le temps, je peux donner 2 exemples. Marie, c'est bon? Donc, je vais par 2 exemples. Le premier exemple, c'est le prix de la ville est en fait le prix de l'assurance tout risque, comme disait Pierre Belst. Alors, derrière ce prix de l'assurance tout risque se cachent en fait des mécanismes propres à l'agglomération, alors qu'on appelle des mécanismes de matching ou d'appariement, des mécanismes de sharing ou de partage, et enfin des mécanismes de learning ou d'apprentissage. Alors, les mécanismes de matching, c'est assez simple. Dans les milieux denses, où il y a une grande diversité de main-d'œuvre et de consommateurs, eh bien, les appariements entre ce que l'entreprise recherche en termes de compétences eh bien, seront plus faciles à réaliser parce qu'il y a une grande diversité, effectivement, de compétences, de main-d'œuvre différentes et puis une grande diversité de consommateurs. Donc, de meilleurs appariements sur le marché de l'emploi et sur le marché des biens et des services. Les mécanismes de sharing, je les évoquais tout à l'heure, dans les milieux denses, il est plus facile effectivement de fournir des infrastructures et une diversité d'infrastructures. On pense bien sûr à tout ce qui va faciliter l'accès, les échanges d'informations, les échanges de biens et de services, les déplacements, donc les infrastructures de transport, mais il faut aussi penser aux infrastructures d'échange d'idées. Donc c'est aussi important d'avoir ces infrastructures pour les échanges de connaissances. Et puis les mécanismes de learning, c'est là finalement où la dimension qualitative est aussi très importante. Ce seront donc ces échanges d'informations et de connaissances et qui vont donc favoriser l'innovation. Alors, je développe en fait ce point dans l'autre exemple, puisque la ville est donc vue comme un espace de densité d'interaction au carrefour des échanges et des mobilités et au carrefour des échanges d'informations. Et plus vous allez pouvoir être dans un milieu dans lequel vous avez la possibilité d'interagir avec tous les acteurs, avec les consommateurs, vous avez la possibilité aussi d'observer, c'est-à-dire d'interagir juste par la vue, eh bien, va pouvoir émerger tout un ensemble de phénomènes, notamment des phénomènes de confiance par la répétition, par la qualité des contacts, par les différentes formes d'observation que vous pouvez avoir. Je vois, j'observe, je réagis, j'intègre des éléments nouveaux. Avec tous ces acteurs, en plus, la concurrence devient une émulation. On dira tout simplement que
pourrait penser que l'entreprise cherche à s'isoler de ses concurrents, mais si elle s'isole, en fait, elle se prive de tous les échanges qui peuvent se faire dans la ville. Au contraire, plus elle va s'installer dans un milieu où elle peut être proche de ses concurrents, plus elle peut avoir la possibilité de les observer. Et puis enfin, la ville devient aussi le moteur de la croissance. Alors ça, j'emprunte cette terminologie, Engine of Growth de Robert Lucas, qui a été prix Nobel d'économie. Et il expliquera tout simplement ça. Il dira, finalement, Toronto, c'est pas Vilnius, Toronto, c'est pas Lyon, Lyon n'est pas Paris, enfin, etc. Parce que la manière dont les interactions se réalisent dans ces villes, le capital humain que l'on peut y trouver, la nature et la qualité de tous les facteurs de localisation, eh bien, sont les moteurs de croissance, notamment par des échanges d'informations, des recombinaisons, on pourrait dire, de compétences ou de connaissances. Alors, ce terme de recombinaison de compétences et de connaissances, eh bien, il est assez important parce qu'on sait que c'est aussi de là que naissent toutes les formes d'innovation qui vont porter le progrès et puis qui vont bien sûr amener les entreprises à se développer. Le cas des pôles de compétitivité, par exemple, notamment on pourrait parler du pôle de compétitivité des véhicules du futur, eh bien, est un exemple de cet assemblage d'entreprises et d'acteurs dans lesquels on peut effectivement, par les connaissances et les recombinaisons de compétences, eh bien, favoriser en tout cas l'émergence d'innovation. Alors, pour terminer, ceci peut paraître abstrait, est-ce que ces économies d'agglomération, elles existent? La réponse est oui, si on en croit plusieurs études. Alors, en approximant un petit peu l'agglomération par de la densité et puis par des effets taille, eh bien, certaines études qui ont été donc publiées par tout un ensemble de collègues montrent que, par exemple, les firmes dans les plus grandes villes seraient plus productives de 9% que les villes dans les plus petites villes. Alors, on me dira, bah oui, mais c'est peut-être parce que ce sont les firmes les plus productives qui s'installent déjà dans les grandes villes, parce qu'elles sont productives, donc elles peuvent payer plus. Eh bien, on montre que même les firmes les plus productives vont bénéficier dans les grandes agglomérations de nouvelles firmes, de l'installation de nouvelles firmes, et que donc on accroît la productivité qui était déjà importante pour ces firmes. Et puis, on peut aussi montrer que les firmes, on pourrait dire les firmes qui sont déjà dans les milieux denses, eh bien, elles ont acquis cette expérience des échanges d'interaction, du fonctionnement des villes, donc elles bénéficient d'un avantage sur les autres, sans être nécessairement plus productives. En tout cas, elles bénéficient d'un avantage. Eh bien, la réponse est là encore de dire que l'apport supplémentaire de firmes peut encore accroître la productivité des firmes existantes. Alors, dans ce monde, enfin dans ce cercle qui apparaît vertueux, bien sûr, eh bien, on a un processus du coup d'agglomération, une dynamique d'agglomération, eh bien, qui continuera finalement tant que les bénéfices resteront supérieurs aux coûts, parce que les agglomérations génèrent aussi des coûts. Et donc, je pense qu'on va pouvoir aussi discuter de ces éléments-là avec les intervenants participants à la table ronde. Merci à vous. Merci beaucoup Catherine Beaumont, désolée d'avoir écorché votre prénom. Je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux entre Caroline Granier et vous Catherine Beaumont. Justement, on va pouvoir essayer de mieux comprendre avec ce premier exemple, ce premier témoignage pour illustrer un petit peu ce que vous venez de dire. Catherine Beaumont, on va faire votre connaissance, Maxime Grosjean. Vous êtes donc fondateur de Gaming Engineering à Commercy. Commercy, c'est une petite ville d'environ 5500 habitants. Vous connaissez certainement mieux que moi la géographie, la topographie de cette commune. On va essayer de mieux comprendre pourquoi ce choix de Commercy, pourquoi cette petite ville et pas une autre. Et puis finalement, peut-être aussi comprendre quelles sont les forces de ce territoire que vous avez choisi pour implanter votre jeune entreprise. Alors peut-être avant de répondre directement à la question, je pense qu'il est intéressant aussi de faire un distinguo sur l'installation des entreprises selon le moment où elles s'installent sur le territoire. En ce qui concerne Gaming Engineering, le choix de l'implantation s'est fait donc à la création. Donc c'est pas une société qui était
déjà établi et qui avait un historique fort, qui était dans une position de stabilité qui permet de justement prendre l'ensemble des facteurs de choix qui étaient évoqués par Madame Beaumont précédemment et qui permettent de mettre les curseurs selon l'importance qu'on veut leur donner dans la sélection du territoire. Effectivement, je pense que ce qui est intéressant de prendre en compte, c'est ce processus évolutif. À la création, les enjeux sont un petit peu différents, surtout quand on est dans un cas comme celui de Gaming Engineering où on part de zéro. Le vrai sujet, c'est de trouver une stabilité pour pouvoir amorcer le démarrage de la société. Cette stabilité, on la trouve par différents moyens. Alors, il y a des incubateurs qui existent dans certaines grandes villes. Effectivement, dans les zones rurales, on ne trouve pas ces solutions d'incubateurs qui sont propices au développement de startups, par exemple. Le choix, il a été fait parce que je connais parfaitement ce territoire, puisque je suis issu du territoire commercien. Donc, j'ai à la fois la culture du territoire, j'en connais ses contours, ses qualités, les points faibles également. Mais en tout cas, c'est une zone de confort puisque c'est une zone connue. Donc, pour pouvoir amorcer un lancement d'entreprise, connaître son environnement, c'est déjà un point positif et ça permet justement de se projeter dans un environnement qu'on ne connaît pas encore, celui de son futur marché. Voilà. Donc, si ça peut répondre déjà à votre question sur l'origine du choix et ce qui conditionne. Alors, il y a à l'échelle effectivement de la ville de Commercy, donc effectivement un environnement que je connais, mais il y a aussi un choix qui se fait par rapport aux spécificités de l'entreprise. Gaming Engineering est spécialisé dans des procédés d'assemblage, en particulier pour le domaine de l'automobile et de l'aéronautique et des assemblages multimatériaux. Nos compétiteurs ne sont pas des PME, ce sont des grands groupes. Donc, pour pouvoir se positionner sur ces marchés-là, il a fallu se projeter sur des travaux d'innovation et arriver avec des innovations de rupture pour pouvoir justifier cette entrée sur le marché. Donc, c'est des processus qui sont compliqués à mettre en place, qui nécessitent à la fois de l'implication et du temps. Le point qui est intéressant, c'est que là, on travaille sur des aspects matériaux et des aspects qui sont liés à l'industrie automobile et qui sont deux secteurs d'activité forts, alors non pas 100% commerciaux, mais élargis à la région Lorraine, voire à la région Grand Est. Madame Beaumont évoquait le pôle de compétitivité, pôle véhicule du futur, qui regroupe un certain nombre d'adhérents du domaine de la filière automobile. Donc, c'est intéressant puisque c'est notre première cible et nous faisons partie, nous sommes un acteur de cette filière-là. D'autres exemples de pôles de compétitivité peuvent être cités comme celui de Materalia, spécialisé dans les matériaux. Donc là, on combine vraiment nos sujets. Hein. On fait de l'assemblage multimatériaux à destination de l'automobile. Donc, vous comprenez bien que ces sujets matériaux et les exigences automobiles sont au centre de nos préoccupations. Et puis, l'autre point, c'est l'existence aussi de centres de R&D qui travaillent sur ces problématiques-là et qui, comme par hasard, alors je mets tous les guillemets nécessaires autour du comme par hasard, sont aussi situés sur le secteur. Et en fait, on voit qu'il y a un espèce de cercle vertueux qui s'opère autour de thématiques et il y a une spécialité qui s'identifie assez naturellement sur le domaine. Voilà, ça fait partie des spécificités du territoire au sens large. Voilà, peut-être qu'on peut essayer de comprendre aussi quelles problématiques, s'il y en a eu, vous avez peut-être rencontrées sur un territoire comme celui de Commercy, peut-être des problématiques bancaires, des problématiques d'installation, de foncier aussi. Est-ce que ça a été simple pour vous cette installation ici ? Alors, l'installation n'a pas été simple et je pense que de toute façon, quand on parle d'une installation qui part de zéro, comme je le disais tout à l'heure, et qui est à mettre en comparaison avec d'autres sujets,
une installation est compliquée. Alors, bon, les sujets bancaires sont un sujet important. Bon, le premier point, c'était de faire preuve de la pertinence des solutions sur le marché. Mais en ce qui concerne l'implantation, c'était le foncier. La plus grande problématique était le foncier, parce qu'on peut se dire que dans les zones rurales, il y a de la place. Mais en fait, quand on commence, ce qu'on veut, c'est un bâtiment qui est prêt à recevoir l'activité. Et malheureusement, ce n'est pas le cas dans les zones rurales. Alors certes, ça peut être très cher dans des zones qui sont plus développées et des agglomérations avec une dynamique plus forte. Par contre, ça a le mérite au moins d'exister. Et la vraie difficulté dans les zones rurales, c'est de trouver des solutions. Donc, ça n'a pas été simple, mais on a réussi à trouver des solutions, et qui sont des solutions qui restent malgré tout temporaires, parce que il y a une nécessité de s'agrandir, et les solutions qui ont été trouvées ne sont pas totalement adaptées à la nature du projet. Donc, c'est une solution intermédiaire. Donc, on peut penser a priori que le caractère rural de la localisation va faciliter les choses, mais c'est très hétérogène. S'il y a la disponibilité, c'est parfait, parce qu'elle va être accessible et à bon prix. Par contre, si elle n'existe pas, le problème est total et assez structurel. Donc voilà, donc on retrouve beaucoup plus d'hétérogénéité dans la problématique. Pour terminer, est-ce que vous pourriez dire qu'aujourd'hui, votre entreprise, elle a trouvé sa place à Commercy, ou est-ce que vous vous sentez encore en flottement, ou est-ce que ça reste du temporaire? Vous vous voyez peut-être ailleurs d'ici 3 ans? Alors, je ne me vois pas forcément ailleurs, mais par contre, je ne suis pas non plus en position de vous dire que je serai localisé toujours à Commercy. Comme je le disais, donc on a une volonté de croissance, et on a une problématique sur ces aspects fonciers qui font qu'aujourd'hui, il y a encore des solutions à trouver. Alors, on a des acteurs du territoire qui sont derrière nous pour trouver des solutions, d'autres qui ne sont pas négatifs par rapport au projet. Tout le monde a plutôt un enthousiasme fort derrière le projet, mais qui ne connaissent pas non plus les mécanismes et les rouages de l'entreprise pour pouvoir vraiment être en support. Donc, c'est parfois un petit peu difficile de réussir à conjuguer je dirais, les capacités de chacun et leur degré d'implication pour pouvoir mettre en place la solution qui va permettre à l'entreprise de s'installer durablement sur le territoire. Donc, c'est des processus qui prennent un certain temps, et ce certain temps se mesure en général en années, voilà, pour s'ancrer véritablement sur un territoire. On va changer d'écosystème, passer du rural à l'urbain, vraiment le côté citadin, direction donc la métropole de Lyon. Merci beaucoup, Maxime Grosjean, pour votre témoignage très enrichissant. Je suis sûre que beaucoup d'intervenants ici auront envie de réagir peut-être un petit peu après, justement pour apporter parfois des éléments de réponse ou d'explication. Emeline Baume, on va poursuivre avec vous. Je rappelle que vous êtes première vice-présidente de la métropole de Lyon, en charge de l'économie, de l'emploi, du commerce, du numérique et des commandes publiques. Donc la métropole de Lyon, très attractive, très dynamique. Je pense on peut parler vraiment de stratégie économique qui est mise en place depuis plusieurs années maintenant pour vraiment attirer les entreprises, les jeunes entreprises aussi. On peut commencer peut-être avec vous, parce que finalement, c'est ce qu'on a un petit peu évoqué ensemble en préparant cette table ronde. Tout est une question de maillage sur un territoire comme la métropole, parce que Lyon n'est pas que l'épicentre, si j'ai bien compris. Oui, vous l'avez indiqué, Marie. En fait, il y a depuis une grosse quinzaine d'années un parti pris très fort des précédents responsables territoriaux, jadis à la communauté urbaine de Lyon, mais aussi à la ville de Lyon, d'attirer, de faire ce qu'on appelle de la croissance exogène, c'est-à-dire aller chercher, je le dis avec bienveillance, des pépites, mais aussi des sièges sociaux pour les implanter sur le territoire, pour ensuite donner envie à une certaine catégorie de population, on va être clair, des CSP+, qui font la vie urbaine,
Donc ça, c'était le parti pris des équipes précédentes qui a fait ce que notre territoire est devenu avec ses très bons côtés, c'est-à-dire beaucoup de réaménagement pour faire une ville jolie. Je parle ici Berge-du-Rhône, Rive-de-Saône, voilà, mais aussi, je vais arriver sur le maillage, des concentrations très fortes autour de la gare de la Part-Dieu, pour pas le dire autrement, à Gerland, et une hausse incroyable du foncier et du foncier éco et aussi de l'habitat, amenant de fait quelque chose que les économistes voient assez rapidement, c'est-à-dire on repousse en première et en deuxième couronne les salariés, les entrepreneurs, les habitants, les étudiants, voire au-delà du territoire de la métropole de Lyon, à Saint-Étienne, à Bourgoin-Jallieu pour être clair, à Villefranche, à Vienne. Mais finalement, on repousse aussi un tissu économique sur les extérieurs du territoire. Ce qu'on vient de traverser là, ce qu'on vit à l'heure actuelle encore, le confinement, ça a fait prendre conscience qu'un des facteurs de production qu'évoquait Catherine Beaumont, c'est quand même le facteur humain, c'est-à-dire l'homme, la femme qui s'engage, qui crée avec sa communauté, avec ses salariés, mais aussi avec ses co-traitants, ses sous-traitants, tout son écosystème, les laboratoires de recherche, etc., qu'on retrouve dans les pôles de compétitivité, les GRAP, les clusters, les PTCE. Et ces hommes et ces femmes, finalement, s'ils ont de la mobilité subie, j'imagine que Laurent Sému en parlera, au final, l'organisation économique, elle perd des facteurs de production et à moyen terme, elle perd de l'efficacité, de la rentabilité. Enfin, moi, j'en suis convaincue. Du coup, là, la nouvelle gouvernance territoriale, pour faire simple, les nouveaux élus, on a fait le choix d'un changement, d'une évolution dans la vision de l'attractivité, à savoir du rééquilibrage, c'est-à-dire il faut décentrer et pas que dédensifier, mais décentrer cette zone centre de Lyon-Villeurbanne, pour être clair, et donner des outils d'attractivité et de rééquilibrage des autres territoires. Ça passe par l'outil que maîtrise parfaitement la personne qui va me suivre juste après. Donc ça passe par des infrastructures, transport en commun, etc. Ça passe aussi par un sujet de parcours, ce qu'indiquait l'orateur précédent. Ça passe par des lieux pour le parcours dans la croissance de l'entreprise, c'est-à-dire des lieux d'incubation, de prototypage, des pôles entrepreneuriaux, par exemple, qui sont portés entre autres par la communauté LIVE, les tiers-lieux aussi, et puis aussi par un atterrissage derrière dans nos zones industrielles, entre autres. Et ça paraît bête et pas du tout sexy et convivial, mais je suis l'élu qui défend un maximum la revitalisation de nos zones industrielles parce qu'on a deux bouts à tenir. On doit tenir le zéro artificialisation nette. Si les territoires commerciaux ne sont pas concernés par ces sujets-là, nous, on est en responsabilité et on doit prendre notre part dans ce zéro artificialisation à l'échelle nationale, régionale et locale. Et pour garantir le zéro artificialisation net, on doit intensifier l'usage de nos fonciers économiques et industriels. Et ça veut dire des ZI super attractifs. Ça veut dire aussi maintenir au PLUH des zones économiques industrielles, puisqu'on a un nouveau zonage là sur le territoire là-dessus. Ça concerne des lieux comme le 8e arrondissement, Dessines et tout, qui sont extrêmement attractifs pour des promoteurs immobiliers. Et donc là, il y a un parti pris politique extrêmement fort de notre part de ne pas modifier le PLUH et de dire oui, on se garde des capacités de production. Et je terminerai juste sur un point, parce que je pense que j'ai été longue. Il y a un sujet, du coup, pour nous, de coopération avec nos territoires voisins. Ça passe par la santé mentale et puis la lutte contre les gaz à effet de serre, donc la santé mentale des salariés et entrepreneurs, c'est-à-dire permettre aux gens d'avoir des lieux de télétravail au plus proche de ces jeux, quand bien même ce serait à l'extérieur de la métropole. Donc on va investir sur des lieux de télétravail en dehors du territoire de la métropole, en le partageant, enfin dans le dialogue avec nos homologues. Mais voilà, je pense que si on est prêt à investir, c'est qu'on a bien compris que c'était important ces sujets-là. Et il y a un sujet carrément de contrat de coopération pour certains objets du type l'énergie, c'est-à-dire il y a le sujet du foncier que j'ai déjà évoqué plusieurs fois. On est tout à fait au clair sur le fait qu'on ne peut pas tout faire sur ce territoire très dense, quand bien même on désimperméabiliserait, quand bien même on participerait au zéro artificialisation, et qu'on a besoin de garder certaines activités toutes proches de nous, donc on doit coopérer avec les voisins.
et je pense que une des choses qu'on a à travailler là dans cette conférence, mais plus tard, c'est vraiment ces conditions de la coordination. Et moi, je tire le fil un peu plus loin, les conditions de la coopération entre acteurs économiques et sociaux et comment les politiques publiques, elles favorisent ça. Pour moi, c'est bien le rôle des politiques publiques puisque, et c'est vraiment le mot de la fin, nous, on a décidé de mesurer 3 impacts dans notre action publique. L'impact social, ça parle à tout le monde, la création d'emplois, entre autres la lutte contre les inégalités. L'impact carbone, ça parle à tout le monde aussi, donc c'est la trajectoire bas carbone. Mais aussi, et enfin, et c'est ce qui est le moins sourcé par les économistes, l'impact en coopération qui fabrique la transition en tout cas qu'on porte nous collectivement, les écologistes et les élus de gauche. Et c'est une transition qui en fait favorise la transformation du territoire. C'est pas une transition idéologique affirmée, c'est bien de se dire on se dote d'outils pour transformer le territoire. Voilà, lequel territoire est transformé pour être résilient, hein, pour faire face à tous les chocs auxquels on aura à faire face dans les mois et années à venir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Emeline Baume. Je crois que votre micro grésille un petit peu. Peut-être que vous pourriez le voir s'il n'y a pas un moyen de le régler un petit peu mieux. J'en profite pour vous rappeler à ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, que vous pouvez poser vos questions par SMS à ce numéro, le 07 67 67 29 56, 07 67 67 29 56. N'hésitez pas à poser vos questions, nous aurons le temps de les poser aux intervenants. On va rester dans le cadre de la métropole de Lyon et partir de la problématique des transports qui est clairement indissociable finalement de l'attractivité de cette métropole. Avec vous, Laurent Sémieux, vous êtes directrice générale de Keolis à Lyon. Peut-être avant de nous parler justement de cette stratégie des transports sur un territoire comme la métropole de Lyon, nous rappeler quelle est la mission et la place de Keolis à Lyon. Merci. Ok, alors tout d'abord rappeler très vite que Keolis c'est une entreprise donc qui organise la mobilité sur les territoires aussi bien en France qu'à l'étranger. C'est une entreprise nationale et internationale qui emploie à peu près 60 000 personnes sur le territoire national et à l'international dans des pays, notamment des pays européens, en Asie et puis en Amérique du Nord essentiellement. Donc une grande entreprise qui exploite des réseaux de transport pour le compte des collectivités locales à travers des contrats, notamment des contrats de délégation de services publics. Et c'est là où je reviens sur Lyon, puisque je suis moi aujourd'hui directrice générale de Keolis Lyon, qui exploite pour le compte du Citral, du syndicat donc, qui organise les transports sur la métropole lyonnaise, donc qui exploite pour le compte du Citral le réseau TCL que la métropole lyonnaise et ses habitants connaissent bien. Voilà pour le petit panorama sur ce qu'est Keolis et ce qu'il fait à Lyon aujourd'hui. Et je rappelle que Lyon et à Keolis Lyon est une entreprise qui compte 4 600 salariés, donc c'est important pour la métropole, c'est une grosse entreprise, 4 600 salariés qui œuvrent donc tous les jours en exploitant tous les modes de transport, du métro au tramway en passant par le bus, le funiculaire, donc les modes de transport qu'utilisent tous les jours les habitants de la métropole. Voilà en quelques mots pour la présentation de Keolis et de Keolis Lyon. Voilà, et j'ai pris mes fonctions pour compléter le tableau. J'ai pris mes fonctions il y a 3 semaines, très exactement. Voilà. Alors expliquez-nous un petit peu, c'est stratégique ce développement des transports sur une métropole comme oui. Celle de Lyon pour vraiment être au cœur de l'attractivité de cette ville et des villes qui font partie de la métropole et même aux alentours. D'accord. Alors d'abord, le transport public, et Madame Baume l'a dit tout à l'heure, fait bien sûr partie des éléments importants et des critères, on va dire, d'implantation d'une entreprise. Je crois que pour le bien-être de ses salariés, elle a besoin d'avoir une possibilité de desserte facilitée. Donc ça, c'est un élément important. Elle a besoin d'être proche de ses clients ou que ses clients puissent venir la voir et utiliser les transports en commun donc, est particulièrement important. Et puis c'est important aussi pour ses fournisseurs qui vont venir lui apporter des matières premières ou ce dont elle a besoin pour faire ce qu'elle a à faire. Et donc la mobilité pour une entreprise est un critère de mon point de vue très stratégique pour s'implanter sur un territoire. Et là, on retrouve le débat entre
concentration, pas de concentration, urbain, pas urbain. On retrouve toutes ces problématiques importantes. Et le transport, bien sûr, fait partie de ces problématiques. Alors, il appartient à la collectivité de définir quelles sont ses ambitions. Et c'est un peu ce que disait Emeline Beaune tout à l'heure. Et le transport accompagne ces ambitions et permet ou non, donc, ou facilite ou non, l'implantation d'une entreprise sur un territoire en fonction de ces critères de mobilité. Donc, voilà, il joue un rôle, bien évidemment, fondamental. Donc, je pense que notre métier, le métier de transporteur, voilà, c'est un rôle aussi de facilitateur de l'implantation d'une entreprise pour le bien-être de ses salariés, ses clients et éventuellement, et bien sûr, ses fournisseurs. Alors, quand nous, on travaille sur ces sujets-là, aux côtés des collectivités, parce que je redis bien que nous, on est un opérateur de transport, donc on est accompagnateur, conseilleur, expert, et puis metteur en œuvre d'une politique qui est décidée par une collectivité publique. Il ne faut pas mélanger les rôles. Voilà, notre rôle, c'est celui que je viens de dire. Dans ce rôle de conseil, on utilise bien évidemment des études, des enquêtes, on regarde comment la mobilité évolue, on regarde comment les comportements évoluent. J'entendais tout à l'heure Madame Beaume parler de la mobilité subie. C'est vrai que transporter des gens dans des transports qui sont saturés ou les emmener pendant une longue période de leur domicile à leur entreprise, ce ne sont pas des solutions optimales. Donc travailler sur ces sujets, ça fait partie de notre expertise. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'aujourd'hui, sur le sujet des surcharges parfois de nos modes de transport, on pourrait réfléchir tous ensemble pour rebondir sur le fait qu'il faut travailler ensemble sur ces sujets, sur la désynchronisation des horaires. C'est un sujet extrêmement important pour désaturer les heures de pointe. Voilà. Donc on travaille sur tous ces sujets de la mobilité et des modes de vie et de comment adapter au mieux les modes de transport à ces évolutions à travers des études qu'on conduit, qualitatives et quantitatives. Et à partir de ces éléments, on conseille la collectivité sur sa stratégie de transport. Bon, je prends un exemple qui date un peu maintenant, mais on a par exemple travaillé beaucoup sur la refonte du système de bus avec le projet Atoubus en 2011. On a remis à plat tout le réseau de bus de la métropole lyonnaise pour tenir compte de ces nouveaux modes de vie, le travail à temps partiel, le fait qu'on constate en fait que les gens se déplacent aussi en heure creuse et que le domicile-travail n'est qu'une partie des motifs de déplacement des personnes qui utilisent le transport public. Ça compte pour 37% si on met le domicile-travail plus le domicile-études, ça n'est que 37% des déplacements. Donc on a intégré tous ces éléments pour proposer à la collectivité une nouvelle organisation du réseau de bus qui prennent plus en compte ces sujets-là, qui intègrent aussi l'intermodalité. Il faut qu'on réfléchisse à des modes de transport qui se combinent aujourd'hui pour arriver à faire des trajets plus fluides, plus faciles entre la trottinette, le vélo, la marche à pied, jusqu'au métro, en passant par le tram et le bus. Donc c'est ces réflexions-là qu'on est en capacité, bien sûr, d'accompagner pour les collectivités. Et le train, parce qu'il faut intégrer aussi le train. Je pense à la métropole lyonnaise qui a qui a un carrefour ou un nœud ferroviaire extrêmement important, avec beaucoup de haltes ferroviaires. Intégrons aussi le train et le TER dans nos réflexions sur les infrastructures de transport. Ça aussi, c'est important, je pense, aujourd'hui. Et puis, le dernier élément important aussi, améliorer l'attractivité du transport public pour gagner sur la voiture. Je crois que le PDU avait un objectif, ou a toujours un objectif de réduire de 35%, je crois, à l'horizon 2030, la place de la voiture dans les déplacements. Bon, il faut atteindre cet objectif et donc renforcer l'attractivité de nos transports publics permettra d'atteindre mieux cet objectif et de contribuer à l'ambition de transition écologique qui est bien sûr une ambition encore plus forte, je pense, aujourd'hui qu'hier. Donc voilà un peu notre rôle, accompagner les collectivités dans ces choix d'infrastructures, de plans de transport. C'est notre rôle au quotidien aujourd'hui. Voilà ce que je peux dire sur le rôle d'accompagnateur et compléter en disant que ce rôle d'accompagnateur, on peut l'illustrer aussi sur des projets de développement de la métropole. Il y a eu beaucoup de projets de développement sur différents endroits. Je pense à la Confluence qui a été totalement développée derrière la voûte de Perrache. La collectivité a décidé de faire le tramway, le T1. Nous,
on a accompagné bien évidemment la collectivité sur cette création de lignes de tramway nouvelles, et on a complété et accompagné la collectivité et proposé d'ailleurs à la collectivité d'améliorer aussi la desserte de ce qu'on appelle le dernier kilomètre, puisque vous savez que sur Confluence, T1 s'arrêtait à l'hôtel de région, et il y a des entreprises qui se sont installées à la pointe de la Confluence, et on a mis en place avec la ville de Lyon et avec le Citral, donc le syndicat qui organise les transports sur la métropole, une navette autonome et électrique qui permettait de faire le dernier kilomètre aux personnes qui ne voulaient pas marcher entre la station de tramway éventuellement et les entreprises qui se trouvent à la pointe de la Confluence. Mais on pourrait aussi parler de l'accompagnement des transports publics et du développement de la soie ou de la zone de Vénissieux avec soit le T3 pour la soie, le T6 pour le T3 pardon pour la soie, soit le T4 pour Vénissieux. Voilà, donc on est vraiment en appui, en accompagnement de ces politiques de développement des territoires, et le transport en est une partie intégrante extrêmement importante. Merci beaucoup, Laurence Hémino, directrice générale de Keolis Lyon. Je vous rappelle le numéro si vous souhaitez. Envoyez vos questions par SMS qui commencent à arriver au 07 67 67 29 56 07 67 67 29 56. Je vous propose à présent de faire un focus sur un écosystème bien particulier, celui de l'industrie, avec une spécialiste de cette thématique, Caroline Granier, intervenante de cette table ronde sur l'ancrage local des entreprises. Caroline Granier, vous êtes chef de projet notamment à la Fabrique de l'Industrie. D'ailleurs, vous pouvez peut-être un petit peu nous expliquer un peu mieux ce qu'est que la Fabrique de l'Industrie et l'observatoire qui en découle. Oui, bonjour. Donc la Fabrique de l'Industrie, c'est un laboratoire d'idées qui est dédié aux questions industrielles. Dans le cadre de ces études, notamment sur les territoires industriels, on s'est associé avec l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts, la Banque des territoires, la DCF, l'ANCT, Région France et la Fondation InParisTech pour créer l'Observatoire des territoires d'industrie qui vise à étudier la mise en place du dispositif territoire d'industrie, donc un dispositif qui a été lancé en novembre 2018 par le gouvernement et qui a pour objectif de redynamiser le tissu industriel dans les territoires. Et c'est dans ce cadre de l'Observatoire des territoires d'industrie que nous sommes amenés à rencontrer les acteurs qui font de ces territoires des zones d'exemple et des zones de performance en termes d'emploi industriel. Alors justement avec vous, la grande thématique qu'on va évoquer dans cette table ronde, c'est vraiment celle de l'industrie, de la place de l'industrie dans les territoires aujourd'hui. Industrie qui a été rejetée, on va dire, depuis plusieurs décennies. On l'a un petit peu sortie des grandes villes. Et vous aujourd'hui, vous allez nous proposer 3 exemples pour faire écho aussi aux intervenants qui sont présents. 3 exemples pour vraiment illustrer comment l'industrie peut retrouver une place aujourd'hui dans la ville en 2020. C'est vrai qu'avec le processus de désindustrialisation que nous avons connu lors des 30 dernières années, on a eu tendance à perdre de vue que l'industrie, c'est un facteur de cohésion territoriale et c'est un facteur de cohésion sociale, d'une part parce qu'elle est présente sur l'ensemble du territoire et parce que d'autre part, elle permet la création d'emplois dans d'autres secteurs comme le secteur tertiaire. Je rappelle à ce propos qu'une étude de Philippe Froquerin et Pierre-Noël Giraud montrait que lorsque l'on créait 100 emplois dans le secteur industriel et dans le secteur des services aux entreprises dans une zone d'emploi, on créait en même temps 80 emplois dans les services à la personne. Alors aujourd'hui, le thème de la table ronde, c'est la thématique de l'ancrage territorial de l'industrie. Ça revient à s'interroger finalement à comment l'industrie, comment les entreprises industrielles interagissent avec le territoire, avec les autres parties prenantes au territoire, et finalement pose la question de comment les acteurs se coordonnent. Et effectivement, les intervenants précédents en ont déjà parlé, mais comment des acteurs peuvent se coordonner, c'est en étant proches géographiquement. Et comment on favorise cette proximité, ou du moins la réduction de la distance entre 2 acteurs, c'est effectivement en ayant un maillage territorial. Un maillage en termes effectivement d'infrastructures de transport,
on vient d'entendre parler de Keolis, mais aussi en termes d'infrastructures numériques. Et dans le cadre des travaux menés par l'Observatoire, on a pu se rendre compte que ce maillage n'était pas forcément aujourd'hui observé sur l'ensemble du territoire. À ce propos, par exemple, on avait une intervenante donc, de Vitry-le-François, donc territoire d'industrie auquel appartient d'ailleurs Maxime Grosjean, que finalement, parfois, il était peut-être plus rapide de faire Paris-Meuse TGV que Vitry-le-François-Meuse TGV. Donc, en fait, ici, on n'a pas un problème finalement d'accès aux grandes métropoles, mais on a un problème finalement d'accès à l'échelle infraterritoriale. De la même manière, aujourd'hui, donc, il y a une discussion sur la 5G, mais certains territoires aujourd'hui en France ne sont toujours pas dotés de la 4G. Donc, il faut veiller à ne pas finalement créer une fracture territoriale en termes d'infrastructures et effectivement réfléchir à ce maillage en termes d'infrastructures de transport, encore une fois, que les intervenants ont évoqué précédemment. La deuxième chose, c'est que donc, on a parlé de pôle de compétitivité. Une des logiques inhérentes à la mise en place de ces politiques des pôles de compétitivité ou de systèmes productifs locaux, c'était qu'effectivement, les acteurs, pour se coordonner, lorsqu'ils sont proches géographiquement, peuvent le faire beaucoup plus facilement. Donc l'idée, c'était de regrouper sur un territoire les acteurs industriels, les centres de formation, de manière à ce qu'ils puissent échanger par le face-à-face des informations, des connaissances, et ainsi participer à la dynamique d'innovation de leur territoire. Dans le cas de l'Observatoire, on a effectivement pu accueillir le pôle de compétitivité nucléaire Vallée, donc qui regroupe sur un territoire l'ensemble de la filière nucléaire, mais on a aussi le cas où, à côté de ces agglomérations qui sont constituées sur la base de filières, on peut avoir aussi en fait une association d'acteurs qui ont comme point commun finalement d'avoir les mêmes compétences. Donc ici, on peut avoir justement une proximité entre acteurs qui n'est pas forcément basée sur le fait qu'ils partagent la même activité ou qu'ils participent à à la réalisation d'un même produit final, mais plutôt parce qu'ils partagent les compétences. Je pense notamment au cas de la grappe d'entreprise Vialog à Dieppe. Mais encore une fois, la proximité géographique n'est pas forcément suffisante pour se coordonner. Encore une fois, par exemple, lorsqu'on habite un immeuble, on ne connaît pas forcément ses voisins, pourtant on est très proche géographiquement. Et la question qui se pose, c'est de quoi on a besoin pour se coordonner, même si on est proche, pour finalement activer cette ressource potentielle de relations. On a pu voir, toujours dans le cadre des activités de l'Observatoire, que sur certains territoires étaient créés en fait des petits déjeuners comme d'entrepreneurs à Saint-Nazaire, ou alors des clubs interentreprises qui se retrouvaient le soir pour déjeuner ensemble, comme c'est le cas à Dieppe, pour justement créer de manière informelle des liens qui vont permettre par la suite de mieux se coordonner dans les activités productives. On a aussi le cas où des personnes interagissent depuis très longtemps sur le territoire de par leur fonction d'élu, de par l'idée de mettre en place une nouvelle formation sur un territoire. En bref, l'habitude de travailler ensemble. C'est ce qu'on a pu observer lorsqu'on a accueilli le Grand Chalon dans le séminaire de l'Observatoire. Un autre moyen aussi de se coordonner, finalement, c'est d'avoir un horizon commun. Grand Orly-Seine-Bièvre, donc situé pas très loin de Paris, a comme objectif finalement de garder son identité industrielle et d'essayer de maintenir et de retenir les activités productives sur son territoire. Et avant, en fait, la mise en place du dispositif à Grand Orly, les acteurs s'étaient déjà fédérés autour d'un manifeste que vous pouvez trouver d'ailleurs sur Internet et qui, en fait, proposait des actions à mener ensemble pour atteindre cet objectif de ville productive. Et puis, on en a un tout petit peu parlé, mais aujourd'hui, et je reprends une analyse de Pierre Vels, notamment, le local est demandé pour lui-même. Et il est demandé parce que les personnes n'ont pas seulement besoin de proximité, ils ont besoin de faire société. Et c'est ce qu'on a observé dans le cas toujours de l'Observatoire, lorsque nous avons été à Marseille-Fos. Tout le projet, le dispositif territoire d'industrie est centré autour
de la volonté d'en faire un territoire caractérisé par de l'économie circulaire, une écologie industrielle. Et dans ce cadre-là, il s'agit non seulement de mettre en relation des acteurs privés, des acteurs publics, mais aussi la société civile. La question des riverains, des populations, de leur acceptabilité est au cœur de ces nouveaux modes de coordination. Et puis, je finirai par faire référence au foncier, dont, encore une fois, les intervenants ont parlé avant moi. On a vu que dans les zones rurales, la question du foncier était un problème. On l'observe aussi dans le cas des villes qui cherchent à essayer de faire revenir des activités productives. Il y a des tensions entre qu'est-ce qu'on fait dans un bâtiment, du résidentiel, du productif, est-ce qu'on mêle les deux, est-ce qu'on crée de nouvelles formes urbaines. C'est ce qu'on a pu observer dans le cas de Grand Orly-Seine-Bièvre. Et puis surtout, comme on a parlé de désindustrialisation au début, finalement, quel foncier reflète cette désindustrialisation? Ce sont les friches industrielles qui ont été intégrées petit à petit au dispositif territoire d'industrie parce que certains territoires en sont fortement dotés. Je pense notamment Nord-Franche-Comté, et ont pris le problème à bout de bras dans la mesure où les collectivités locales sont impliquées depuis très longtemps, notamment à travers de sociétés d'économie mixte, à réhabiliter ces friches industrielles. Après, encore une fois, on observe une disparité sur les territoires, et certains territoires, je pense à Dieppe, ont très peu de friches industrielles, et donc, de ce point de vue-là, très peu de foncier disponible à offrir aux entreprises. Mais encore une fois, cette question du foncier est aussi à mettre en relation avec des tensions, notamment des tensions environnementales. Donc finalement, si je devais résumer mon propos, c'est comment on va combiner ces différents éléments dont je viens de vous parler pour en faire une recette qui fonctionne pour les territoires. Merci beaucoup. Merci à vous, Caroline Granier. On va terminer ce tour des intervenants avec Cyril Brun, directeur général adjoint de la Banque Populaire en Auvergne-Rhône-Alpes, en charge des pôles corporate et des marchés spécialisés. Avec vous, on va voir justement qu'il y a une diversité d'écosystèmes, une diversité déjà de départements sur un territoire comme la région Auvergne-Rhône-Alpes, et que la force de votre banque, c'est justement ce maillage que vous avez su créer et qui s'imbrique parfaitement finalement sur chacun des territoires. Vous allez un petit peu nous l'expliquer en prenant justement plusieurs exemples de territoires. Je crois qu'on va vraiment traverser la région de bout en bout avec vous. En fait, c'est ce que je vous propose. Je vous propose que mon intervention soit plus une intervention de voyage, finalement, qu'une intervention de banquier. Voilà. Parce que c'est vrai que à la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, on a la chance et l'équation d'un territoire de 67 000 km², c'est celui de la région Auvergne-Rhône-Alpes, auquel on ajoute même une partie de la Corrèze, des Alpes du Sud et des Alpes de Haute-Provence, puisqu'en fait, notre histoire à la Banque Populaire, c'est celle de territoires qui sont des bassins économiques. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu jusqu'à plusieurs dizaines de banques populaires en France. Et en fait, chaque banque populaire correspondait à des entrepreneurs qui, de façon coopérative, se prêtaient les uns les autres via un intermédiaire qui s'appelait la Banque Populaire. Donc, en fait, notre découpage géographique n'est pas exactement celui d'Auvergne-Rhône-Alpes, il est même plus large. Il couvre 90 000 km². Donc, en fait, j'ai deux casquettes aujourd'hui avec vous. J'ai la casquette d'un accompagnant. J'ai bien aimé ce qu'a dit Laurence tout à l'heure. Je me suis retrouvé dans ce métier d'accompagnant, puisqu'en fait, on accompagne les entrepreneurs à travers le financement et le reste dans leur choix d'implantation. Donc ça, c'est une casquette classique de banquier, j'allais dire, d'acteur économique, pour faciliter les projets de développement des entreprises. Et puis une deuxième casquette, c'est que je suis dans une entreprise qui fait de la banque. Voilà, je suis une banque qui fait de l'entreprise, mais aussi une entreprise qui fait de la banque, puisqu'on a 3200 collaborateurs à la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, répartis sur ces 90 000 km². Donc ça veut dire que l'équation de dire où est-ce que j'implante une agence entreprise, pour quelles raisons j'implante une agence entreprise,
à Clermont, à Aurillac, à Lyon et ou à Lyon ou en Haute-Savoie, cette équation-là, on a eu à la gérer, on a à la gérer. Et donc, je pense que c'est intéressant que je vous livre, peut-être à travers l'exemple montagne, le raisonnement qu'on a pu avoir. Voilà. Juste sur la première partie, Catherine a raison dans son propos liminaire en disant il s'agit de choisir son territoire et de créer avec l'ensemble les éléments de prix, d'accès, d'infrastructure pour que l'entreprise puisse choisir son territoire. Après, moi, je me suis énormément retrouvé dans ce qu'a dit Maxime sur le fait de dire mais finalement, moi, je suis né dans un monde rural que j'ai choisi. Et après, mon sujet, c'est un processus évolutif. Voilà. Je crois qu'il y a énormément d'entreprises qui sont dans ce cas-là. C'est-à-dire que l'entreprise naît à travers l'histoire du dirigeant, l'histoire de l'équipe dirigeante initiale. Elle ne sait pas si ça va bien fonctionner, à quel rythme et avec quelle croissance. Et ensuite, il y a un sujet de processus évolutif. Et souvent, ce processus évolutif est lié à la croissance et à la capacité du territoire d'accompagner ou d'accélérer cette croissance. Le meilleur exemple régional que nous avons, je pense, il est auvergnat, c'est celui de Michelin. Michelin, objectivement, si Michelin était créé aujourd'hui, s'il choisissait son territoire, est-ce que vous pensez qu'il s'implanterait à Clermont-Ferrand? Moi, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que lorsqu'en 2015, Michelin décide d'un investissement absolument majeur sur leur pôle de compétitivité qui regroupe 1600 chercheurs. Ils ont eu des propositions dans le monde entier et pour autant, ils ont décidé d'implanter leur technopôle à Clermont-Ferrand. Pourquoi? Il y a une histoire de valeur et d'attachement au territoire. Il y a une notion, bien sûr, d'attractivité de territoire et de vendre la qualité de vie auvergnate à des chercheurs qui représentent 60 nationalités sur le site de l'ADOU. Voilà. Et il y a également l'écosystème qui s'est créé au fur et à mesure de l'histoire autour du technopôle Michelin et de Michelin, qui, en fait, finalement, a enrichi l'écosystème. Voilà. Donc, je trouve qu'il y a bien cette notion d'ancrage territorial à travers le fait de choisir son territoire, mais avant tout de se dire il y a aussi de l'histoire et on est né dans un territoire et on a envie de le faire grandir, j'allais dire. Maxime me dira peut-être tout à l'heure, mais je pense qu'il a envie que le territoire dans lequel il est s'enrichisse de sa réussite. Voilà. Parce qu'une entreprise, elle est enrichie par un territoire, mais elle enrichit aussi un territoire. C'est un organisme vivant qui donne et qui reçoit. Voilà. Alors, j'en viens là à notre raisonnement et notre équation sur 90 000 km². Bon, je vais vous prendre un exemple. Je vais demander à l'assistance de se mettre dans la peau d'un chef d'entreprise qui décide de créer son entreprise et qui a, comme l'a dit Emeline, intégré le fait que le facteur humain est absolument essentiel. Quand il va regarder le prix de l'immobilier pour la petite famille du cadre qui va s'implanter, en fait, qu'est-ce qu'il va regarder? Déjà, il va regarder, voilà, est-ce que je vais être attractif à travers, bien sûr, l'environnement global, la vie économique, culturelle globale, bien sûr. Il va regarder aussi, peut-être, finalement, que la personne va vouloir se loger. Comment ça se passe? Il va falloir 100 mètres carrés pour que cette famille s'implante. Eh bien, 100 mètres carrés à l'achat dans le Cantal, c'est 107 000 €. 100 mètres carrés à Lyon, dans le Rhône, vous voyez, je ne dis même pas à Lyon, c'est 400 000 €. Pour autant, ce n'est pas le seul élément qui va être pris en compte. Voilà, parce que l'attractivité de Lyon, pour des cadres parisiens, etc., a un vrai atout. Et c'est ça aussi qui explique l'attractivité du territoire. Ensuite, il va se poser la question, finalement, quel est l'écosystème auquel j'appartiens? Et là, j'ai typiquement une anecdote à vous donner. C'est qu'en fait, on a fait le choix, la Banque Populaire, de créer des agences au cœur de chaque territoire en se disant, finalement, dans le Cantal, ce qui compte pour un chef d'entreprise du Cantal, c'est d'avoir son chargé d'affaires entreprise à proximité en rencontre physique et qu'il sache que sa décision, elle est prise en local. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, pour accompagner une entreprise du Cantal, il faut connaître l'écosystème du Cantal. Pour agir en micro, il faut avoir une vision macro. Et donc, on a choisi nos implantations pour garder une proximité et une récurrence de rendez-vous physiques avec nos clients dirigeants qui soit optimale. Donc, ça nous a amené à faire un mapping de l'ensemble de nos clients et de nos prospects sur le territoire et de se dire quel est le bon maillage pour pouvoir implanter nos agences entreprises et garder la notion de proximité de décision auprès de nos clients.
cette proximité de décision, elle est super importante. Également, pour bien connaître le territoire. Je vous demande un deuxième, vous vous êtes mis tout à l'heure dans la peau d'un chef d'entreprise, mettez-vous maintenant dans la peau d'un décideur crédit bancaire. Vous devez décider du prêt immobilier de cette fameuse famille qui va s'implanter en Auvergne-Rhône-Alpes. Imaginons que vous soyez, que toute la décision soit centralisée à Lyon. Lorsque vous voyez arriver un dossier d'achat d'un appartement dans le Cantal pour 200 000 €, vous trouvez ça vachement pas cher pour 100 mètres carrés. Donc vous allez bien évidemment l'accorder. Alors même qu'à 200 000 € l'appartement de 100 mètres carrés, il est mal placé, il est mal situé, il n'est pas dans la bonne rue et il est 2 fois plus cher que le marché local. Donc nous, notre ligne de vie, c'est bien sûr nos clients, mais c'est bien sûr aussi la vision d'un risque au cœur de l'écosystème pour prendre les meilleures options. Et l'exemple que je vais vous prendre, c'est la montagne. En fait, on a en fait travaillé deux domaines. On s'est dit, il existe un écosystème montagne, 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur l'arc alpin, hein, voilà, 120 000 emplois, hein, l'économie de la montagne, et avec des vraies spécificités territoriales, bien évidemment. Donc nous avons choisi en fait de baser une agence entreprise dédiée à la montagne. Dédiée à la montagne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 100% des clients des chargés d'affaires entreprises sont des gens qui sont dans l'écosystème montagne. Alors quand je vous dis écosystème montagne, je vais l'imager. Nous allons bien sûr de la déclimatation de ski, hein, enfin remontée mécanique, fabricant de matériel de ski, magasin en station, fabricant de sportswear de la montagne. En fait, le client de l'agence montagne, il trouve en face de lui un chargé d'affaires entreprise qui va parler le même langage que lui. Ce banquier, il n'a pas de cravate, il a un blouson de ski. Voilà, c'est peut-être l'anecdote, mais c'est pour vous dire qu'on est allé dans une verticale finalement sectorielle en disant le sujet, c'est bien sûr d'être présent au territoire à Albertville et sur l'ensemble de l'arc alpin, mais aussi de se mettre dans la peau de notre client en empathie par rapport à ce qui se passe dans l'écosystème montagne et créer ce qui a été dit tout à l'heure, l'importance de connaître ses voisins et de créer du lien. Hein, je crois que c'est Caroline qui l'a dit tout à l'heure. Donc nous, on fait plein de petits déjeuners. Alors, pas que ça, mais on fait énormément de rencontres en fait entre nos clients. Voilà. Et on voit bien que les entreprises attendent de nous, acteurs au pluriel, économiques au pluriel, dont banques, cette notion de créer des rencontres et de créer du lien et d'ouvrir des perspectives. Voilà. Et donc nous, on a choisi, en tout cas pour la montagne, d'aller au cœur des massifs, mais aussi de travailler la notion sectorielle et de ne pas être généraliste de la banque sur l'écosystème montagne. Merci beaucoup Cyril Brun d'avoir terminé ce tour d'intervention dans le cadre de cette table ronde. Je vais vous laisser conclure, Catherine Beaumont et Caroline Granier, pour qu'on puisse bien passer aux questions de ceux qui nous écoutent et qui nous regardent en ce moment. Je rappelle donc le numéro 07 67 67 29 56 07 67 67 29 56. Il y a déjà plusieurs questions qui sont arrivées, je vous le dis. J'espère qu'il y en aura d'autres. Sinon, moi, j'en ai déjà beaucoup à vous poser aussi. Je vous laisse conclure. On va commencer avec vous, Catherine Beaumont. Merci beaucoup. Je voudrais souligner ici effectivement la grande richesse et la qualité de ces différents témoignages que l'on vient d'entendre. Alors moi, j'y ai retenu un certain nombre de choses qui, au-delà du discours un petit peu théorique que j'ai pu donner en introduction, et volontairement, effectivement, je perçois que les différents témoignages, en fait, font tout à fait écho avec des exemples et avec des réalités de terrain à ces éléments plutôt théoriques. Les exemples de prix du foncier, par exemple, sont très, très illustrateurs que... voilà, 100 mètres carrés dans le Cantal, 100 mètres carrés autour de Lyon, c'est pas le même prix et puis quelquefois c'est même pas les mêmes avantages. Donc on voit bien cet aspect très différenciant en fait de la ressource foncière. Les aspects de mobilité aussi me trouvent sont extrêmement importants. Alors où on va dans les aspects de mobilité, on va faire comme pour le foncier finalement ou
ou pour l'immobilier, on va aller vers de plus en plus de qualitatif. Et donc, on va essayer de faire de la réponse à la demande. Et si on pouvait effectivement répondre de la meilleure façon possible à chaque personne qui souhaite se déplacer, on serait également dans le meilleur des mondes. Mais étant donné les coûts et les charges et les difficultés qu'il y a à faire évoluer les marchés immobiliers, on en a parlé, mais en même temps les offres d'infrastructures, eh bien, on peut quand même jouer sur cette opposition, enfin, ou en tout cas sur cette combinaison qui est le temps et l'utilité ou l'usage que l'on a de prendre les transports en commun. La métropole de Lyon a aussi beaucoup de chance d'être, j'allais dire, servie par tout un écosystème de chercheurs qui travaillent beaucoup sur les mobilités et sur les déplacements. Alors au sein, bien sûr, de l'agglomération, mais hors de l'agglomération pour gagner un petit peu. Alors on parle des maillages en doigts de gants hein, pour montrer que quand même le territoire se structure aussi avec les routes et avec les infrastructures de transport. Donc pour exemple, hein, effectivement, désynchroniser les heures de manière à ce que tout le monde ne soit pas mis dans les mêmes, enfin, ne soit pas obligé de prendre les transports en commun de la même manière. Organiser aussi les transports pour que ça devienne pas simplement des lieux où on se transporte, mais peut-être des lieux où on échange. Dans les organisations, par exemple, de déplacement, on a entendu parler aussi de ces grandes entreprises ou de ces groupes qui finalement vont chercher leurs salariés, leur offre du transport en bus dans lequel on peut commencer à travailler. Alors, ce n'est pas simplement pour qu'on puisse commencer à travailler et à être productif, mais pour qu'on puisse quand même profiter de ce moment pour discuter avec les autres collaborateurs. Et puis, si c'est aussi des espaces de transport collectifs partagés, discuter avec d'autres personnes. Donc, le temps qu'on passe dans les transports, les difficultés que l'on a, peuvent être aussi des éléments qu'on peut se rapproprier pour mieux se coordonner et mieux se connaître. Pour conclure aussi, moi je trouve que ce qui est important, c'est les aspects évolutifs. Effectivement, les facteurs qu'on recherche au moment où on crée son entreprise ne sont pas les mêmes. Le territoire doit aussi s'intéresser à la création et à attirer des entreprises, mais les territoires s'intéressent aussi beaucoup à la transmission des entreprises ou à la transmission des espaces. On a parlé des friches industrielles. Donc ça, ce sont des éléments qui sont extrêmement importants. Et je trouve que c'est, enfin personnellement, hein, moi je trouve que c'est un élément très structurant aussi des territoires parce que les changements d'usage que l'on va proposer, ou les améliorations dans l'usage, ou la détérioration des usages, sont aussi des aspects qui vont avoir des effets dans le temps. On l'a évoqué avec les friches industrielles, la désindustrialisation crée des friches industrielles. Et la réappropriation de ces friches industrielles, de toute façon, ne se fera pas comme au moment où elles ont été créées. Il y a des contraintes environnementales, il y a des contraintes au moins de donner quel type d'usage on peut faire ça. On peut aller vers plus d'économie circulaire. On a des exemples aussi sur les réhabilitations de friches militaires, par exemple, où on essaye de créer de l'économie circulaire, d'autant plus quand ces friches industrielles sont des réserves foncières, hein, des espaces qui en manquent cruellement. Donc on peut faire de l'agriculture, on peut faire de l'économie circulaire où les data centers des uns vont produire de la chaleur pour les autres. Je ne cite bien sûr aucun type de data center en particulier, mais vous voyez, il y a tous ces éléments-là qui vont permettre de refaire de l'économie, alors pas comme avant, hein, mais avec des moyens modernes et des exigences modernes, et de concilier bien sûr l'environnement et puis le développement de l'économie. Et en dernier lieu, bien sûr, les personnes à qui on s'adresse, donc essentiellement les personnes qui travaillent avec différents types de compétences et différents types de compétences et de connaissances et d'intérêt à être dans l'entreprise. Alors trop souvent, c'est pour ça que j'ai bien aimé aussi l'intervention d'Emeline Baume, cette histoire de refaire de la centralité, alors, ou organiser les centralités. Je trouve que c'est extrêmement important parce que on a tous en tête
des travailleurs peu qualifiés de l'Est parisien qui doivent se déplacer dans l'Ouest parisien pour des activités de nettoyage, enfin des choses qui nous apparaissent extrêmement aberrantes, quoi. Comment est-ce qu'on peut admettre que des personnes soient obligées de se déplacer de l'Est à l'Ouest parce que des entreprises ont besoin de leurs services, quand en même temps on va nous dire finalement la recherche, par exemple, la recherche-développement ou le travail hyper qualifié, hein, lui peut se faire de chez soi, puis de temps en temps on se réunira, on pourra se réunir comme aujourd'hui, on pourra faire des petits déjeuners ou des choses comme ça. Donc, personnellement, moi, c'est quelque chose en tant qu'économiste que je ne trouve pas du tout rationnel. Ces grands trajets que l'on impose à certaines personnes et finalement le moteur de l'économie qui est la production de connaissances et qui, elle, va pouvoir quelquefois se passer d'un ancrage territorial et va pouvoir être plus facilitateur. Donc, c'est aussi une question que j'aimerais poser à ceux qui organisent la ville. Voilà, comment est-ce qu'on essaye au-delà de recréer des nouvelles polarités, de manière à faire un maillage en termes d'organisation, de centralité économique, est-ce qu'on se préoccupe aussi de ces matchings en termes de marchés locaux de l'emploi, on pourrait dire tout simplement ça. Donc c'est un peu la question que j'aurais à poser. Et puis est-ce qu'on se préoccupe aussi de l'évolution que cela va créer? On sait tous que la réhabilitation, par exemple, de l'immobilier, elle est nécessaire parce qu'il y a la transition écologique qui est là. Mais de nouveau, comme pour les friches industrielles, on va réhabiliter des endroits où les logements, où les bâtiments, où l'immobilier est dégradé. Ça va coûter, ça va avoir un coût. Ce coût-là va créer effectivement de nouvelles opportunités immobilières, mais voilà, ce ne sera pas pour tout type d'entreprise, de nouveau, parce qu'il y aura un coût. Et donc, comment on va pouvoir faire en sorte que, quels que soient les besoins dont on a en termes d'installation, mètres carrés, tous les services qui sont aussi associés à l'immobilier, eh bien, soient compatibles avec les types d'activités. Une entreprise qui démarre n'est pas sur sa phase de croissance, donc le temps qu'elle se mette en route, qu'elle se fasse connaître, voilà, on a peut-être aussi besoin d'avoir un type d'immobilier tout aussi performant, mais peut-être moins cher. Où est-ce qu'on peut le proposer? Donc, c'est un peu toutes les questions que j'ai en tête qui rejoignent les aspects de coordination, mais aussi dans le temps. Le processus évolutif, je suis très, très contente que les intervenants en aient parlé les uns et les autres, parce que c'est aussi ça, la vie du territoire et de son évolution. On va voir si les intervenants peuvent y répondre, mais on va peut-être laisser rapidement conclure Caroline Granier, si vous voulez prendre ces quelques minutes pour vous. Oui, rapidement, effectivement, ce qu'on peut retenir de cette table ronde, c'est que d'une part, les acteurs doivent se saisir des ressources du territoire et en même temps contribuer à créer ces ressources. Et si finalement se localiser en un lieu dépend de coûts, notamment de coûts du foncier, la localisation dépend aussi de facteurs plus culturels, de sa propre histoire, de son attachement à un territoire. Ces facteurs que, lorsqu'on fait une étude, sont si difficiles à appréhender avec des indicateurs quantitatifs, mais qui jouent, on a pu l'entendre aujourd'hui, un rôle extrêmement important pour expliquer l'ancrage des entreprises à un territoire. J'ai également beaucoup apprécié la référence à un processus évolutif. Un territoire, ça évolue avec des acteurs qui sont présents, avec les acteurs qui partent, les acteurs qui reviennent. Les territoires évoluent aussi, on en a parlé aussi avec les nouveaux modes de vie, le développement du télétravail, etc., qui amènent aussi à modifier nos rapports au territoire. Également la création de liens, l'importance de créer des espaces de rencontre pour permettre aux acteurs finalement d'avoir cet horizon commun. Et puis enfin finalement l'exemple de l'adaptation du métier de la banque aux spécificités de la montagne est un exemple très intéressant de oui, alors effectivement il faut agir en faveur des territoires, mais n'oublions pas qu'il y a une diversité des territoires et que c'est très important de savoir s'y adapter.
Merci à toutes les deux d'avoir conclu cette table ronde. Je vais commencer peut-être par une ou deux questions qui ont été envoyées par SMS par nos internautes ou auditeurs qui nous suivent depuis 14 heures, depuis le début de cette table ronde. On nous demande, et peut-être que ça s'adresse plutôt à Emeline Baume, quid d'un accompagnement sur l'évolution d'un modèle des entreprises, un modèle vers une économie de la fonctionnalité ou de la coopération, produire moins de biens et d'équipements pour plutôt vendre une performance d'usage et donc ainsi être un peu plus économe dans l'utilisation des espaces et des ressources dont on dispose pour produire. Est-ce un vrai chantier pour la métropole, je suppose pour la métropole de Lyon? Peut-être que Emeline Baume, vous pouvez essayer de formuler une réponse si vous le pouvez. Oui, j'espère que ça marche mieux là avec ce micro. Alors, pile dans le mille, l'économie de la fonctionnalité servicielle, on l'a expérimenté un tout petit peu avec la commande publique, hein, le principal levier. Il y a l'accompagnement, j'entends bien. Et l'accompagnement, enfin l'essentiel pour nous, en tout cas dans ce début de mandat, c'est d'accompagner les acheteurs publics, y compris nos partenaires et satellites dont fait partie Keolis par exemple, sur de l'achat en économie de la fonctionnalité qui aurait le mérite en fait de faire muter un bon paquet d'acteurs économiques sur ce nouveau parti pris. Donc la réponse c'est oui, il y a aucun problème, ça fait partie de la feuille de route et c'est prioritaire. Autre question qui s'adresse peut-être cette fois-ci à Caroline Granier. Ne pensez-vous pas que la désindustrialisation soit à relativiser, peut-être par le mouvement de tertiarisation qui a renforcé les atouts des territoires qui disposent maintenant de ressources humaines, de fonciers aussi bien connectés, selon vous? Alors, il y a deux, on va dire, questions dans la question. D'une part, le processus de désindustrialisation. On a observé effectivement une baisse de l'emploi industriel dans l'emploi total en France, ainsi qu'une baisse de la part de la richesse créée industrielle. On avait observé un rebond en fait depuis 2016 en termes d'industrie. Alors d'une part, le lien avec les services, on a ce problème d'imbrication entre industrie et services. Aujourd'hui, effectivement, si l'on se réfère à la nomenclature des activités, l'ANAF qui est utilisée, on va séparer le secteur manufacturier des services aux entreprises, des services et des autres services, alors que finalement, peut-être il faudrait adopter un autre type de mesure pour vérifier effectivement la contribution de l'industrie dans l'économie. Donc, on pourrait relativiser la part de cette désindustrialisation si l'on changeait la manière de calculer nos indicateurs. On peut très bien aussi, lorsque l'on décompose les emplois, c'est un travail qu'est en train de réaliser Gilles Krag, on peut se rendre compte que si l'on considère des entreprises qui sont classées dans le tertiaire, et si l'on regarde la qualification des employés, on se rendra compte que finalement, on a des ouvriers qui sont présents dans des entreprises qui sont classées dans du tertiaire. Ce qui, en fait, fausse un peu cette image et donne un peu une image de « on n'a plus d'industrie en France ». Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas une fatalité, il n'y a pas du tout de fin de l'industrie en France. D'ailleurs, je crois que vous pouvez en témoigner, hein, d'ailleurs, Cyril Brun, sur le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, je peux tout à fait, on peut en témoigner. Je vais vous prendre deux exemples. Hein. Il y a un exemple en fait en Haute-Loire, sur le plateau de Sainte-Sigolène, qui initialement était constitué d'entreprises qui étaient spécialisées dans le textile, puis dans les sacs plastiques, et qui sont maintenant toutes sur le sujet des plastiques techniques biodégradables. Voilà. Donc on a en fait autour de l'entreprise Barbier tout un écosystème qui s'est créé, et c'est une vraie région industrielle et un fleuron européen sur le sujet. L'autre exemple, c'est la vallée de l'Arve, hein, en Savoie, où en fait vous avez une vallée qui fabrique des pièces de décolletage pour notamment l'industrie automobile, qui est en train de faire un vrai virage à travers des changements de moteur, de passage du diesel à l'électrique de façon majeure. Et je rejoins complètement ce que vous dites, Caroline.
il faut battre en brèche le fait de se dire que l'industrie est en déclin. Enfin, voilà, je pense que le point bas a été touché. Ensuite, je pense que l'industrie n'est plus l'industrie telle qu'on peut l'imaginer. Voilà, on est beaucoup plus proche du tertiaire. Vous allez aujourd'hui visiter une entreprise de la vallée de l'Arve qui pourtant a une réputation qui est issue du passé. Je peux vous assurer que vous voyez des ingénieurs, vous voyez des imprimantes 3D, vous voyez des bureaux d'études, vous voyez beaucoup moins toute l'image d'Épinal qu'on a autour de l'industrie et beaucoup plus une entreprise tertiaire high-tech R&D qui est en train de contribuer au moteur de demain. Donc voilà, mais c'est tout le rôle de Caroline de pouvoir battre en brèche ces anciens clichés, hein, je pense. Merci beaucoup. Juste une petite anecdote, on vient de recevoir un SMS d'une internaute qui nous écoute et nous regarde depuis la Martinique, donc qu'on salue et qu'on remercie de nous suivre depuis là-bas. Autre question en lien avec l'intervention d'Emeline Baume, comment l'offre de transport, là ça s'adresse donc à Madame Emieux, peut-elle accompagner l'aménagement décentré qu'évoquait justement Emeline Baume dans son intervention ? Laurence Emieux, est-ce que vous êtes... pardon, oui, je remettais mon micro. Écoutez, ça c'est en effet un vrai sujet. L'aménagement décentré, il faut en effet qu'on arrive à assurer la desserte de ces nouvelles polarités, hein, comme vous disiez tout à l'heure. Donc ça suppose une réflexion un peu d'ensemble, je pense, avec voilà, l'ensemble des modes de transport qui sont éventuellement disponibles, voire à créer pour assurer cette desserte. Donc ça suppose une réflexion globale qui intègre à la fois, je pense, le train, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, hein, le train, le transport public, le tramway, le TAD aussi, le transport à la demande. Vous avez parlé tout à l'heure de bien s'adapter à un territoire et d'offrir un mode de transport qui correspond aux nouveaux besoins. Voilà, il faut inventer sans doute aussi un peu de nouvelles modalités, de nouvelles mobilités pour arriver à desservir ces nouvelles polarités si elles se créent, si la collectivité souhaite les mettre en place. Donc voilà, utiliser l'ensemble de l'éventail de transport qu'on a sur le territoire pour le recentrer sur ces nouvelles polarités et inventer aussi des nouvelles mobilités avec de nouveaux outils. Je pense que c'est en effet important. Et puis peut-être aussi, là je ne plaide pas pour ma paroisse, mais les nouvelles polarités, ça veut dire peut-être aussi de recréer une centralité nouvelle sur des nouveaux pôles qui vont nécessiter sans doute peut-être moins de déplacements à l'extérieur. Donc voilà, c'est recréer des pôles de centralité qui sont un peu plus autosuffisants peut-être et qui auront besoin de mobilité, bien évidemment, mais d'une manière différente. Donc voilà, tout est à inventer, je dirais. Peut-être qu'on peut apporter des éléments d'explication, de réponse aussi à Maxime Grosjean qui, il me semble, pendant votre intervention, vous évoquiez parfois le manque de compétences, j'y mets quelques guillemets, hein, des acteurs que vous pouvez rencontrer, de compétences et de connaissances surtout sur le milieu de l'entreprise dans votre ville hein, de Commercy. Donc, vos interlocuteurs qui parfois manquent de connaissances sur le milieu de l'entreprise. Comment est-ce qu'on peut répondre à cette question-là finalement ? Je ne sais pas si l'un d'entre vous a des éléments de réponse pour justement accompagner Maxime Grosjean sur cette remarque. Juste peut-être avant une précision, c'est vrai que je pense qu'il y a déjà un début de réponse sur le fait que, je le précisais, il n'y a pas de mauvaises intentions. Je pense qu'il y a aussi un manque d'expérience et c'est vrai que des métropoles qui se sont posées une fois la question de savoir comment monter une stratégie pour pouvoir pour attirer des nouvelles sociétés sur leur territoire, pour les accompagner dans différentes phases de leur croissance, que ce soit vraiment au tout départ, au moment de la création jusqu'aux phases de maturation du projet et de lancement et de déploiement. Il y a une culture aussi qui s'opère de ce côté-là. Le problème, c'est que le nombre de dossiers sur ces zones territoriales rurales sont plus faibles. Donc, il y a forcément un focus qui a été moindre de ce côté-là. Et du coup, on retrouve en fait des personnes qui ont une culture, au-delà de leurs compétences métiers propres, qui ont une culture d'entreprise qui existe ou qui n'existe pas.
Quand elle n'existe pas, bah, effectivement, il y a un déphasage qui s'opère entre l'action et les capacités qui sont inhérentes à leur fonction et le besoin en fait de l'entreprise qui n'arrive pas. Cyril Bain, peut-être que vous avez des éléments de réponse à apporter, vous qui, au sein de votre banque, vous avez vraiment des compétences et un maillage très présent sur des territoires totalement différents. Et en fait, le sujet de Maxime, en fait, c'est le sujet d'avoir les bons interlocuteurs avec le bon niveau d'expertise, en fait, pour donner le bon conseil. Voilà, je pense que l'intention, elle est toujours la bonne. Vous savez, enfin, je prends cet exemple chez nous, hein, on a des chargés de clientèle qui s'occupent des artisans commerçants. Voilà. Ben, ce ne sont pas les mêmes qui s'occupent des entreprises de 10 millions, 15 millions, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Est-ce que pour autant, chacun est dans son domaine d'expertise. C'est-à-dire que si j'envoie un chargé d'affaires entreprise accompagner un boulanger ou un commerçant, il va être complètement hors sujet, alors même qu'il est banquier sur la carte de visite et qu'il a les meilleures intentions du monde. Et inversement, si j'envoie un chargé d'affaires professionnel rencontrer Maxime, en fait, Maxime va me dire votre gars, il est super, ou la personne est vraiment géniale. Par contre, manifestement, elle n'a pas compris que j'allais faire un LBO ou bien que j'allais faire une croissance externe et comment m'accompagner. Donc le sujet, en fait, hein, c'est vraiment un sujet de compétence, hein, et de mettre à disposition de l'expertise et de la compétence auprès des chefs d'entreprise et des entreprises qui sont les créateurs de valeur en territoire. Enfin, je le dis et je pense que tous les intervenants l'ont dit, la valeur, elle se crée dans le monde économique en point 1, en point de départ, par un entrepreneur qui crée la valeur et finalement ensuite se met autour de lui, à travers les transports, à travers la puissance publique, à travers la métropole, à travers l'ensemble des forces pour faciliter, pour accélérer ce développement. Donc je partage ce que dit Maxime et peut-être que une idée serait effectivement de pouvoir trouver une ressource d'accompagnement pour ces territoires plus ruraux, une ressource d'accompagnement au bon niveau, voilà, et une ressource d'accompagnement en expertise en tout cas. Voilà, nous on a fait ce pas, d'où notre maillage, hein, d'où une agence entreprise dans le Cantal, d'où une agence entreprise à Gap, hein, d'où une agence entreprise à Bourgoin-Jallieu. Bourgoin-Jallieu, c'est le Nord-Isère et Bourgoin-Jallieu, c'est pas Vienne. Donc on est une agence entreprise à Vienne. Bourgoin-Jallieu, ce n'est pas Saint-Priest, parce que Saint-Priest, c'est Saint-Priest. Enfin, vous voyez, vraiment cette notion de se dire, il y a une notion de maillage, d'expertise et de pouvoir la diffuser avec pertinence auprès du dirigeant. Voilà. Donc je comprends bien l'équation de Maxime. Oui. Peut-être réagir aussi à ce que nous avons traversé, que nous traversons aussi différemment aujourd'hui, puisque le confinement numéro 2 est différent du confinement numéro 1 aussi. Emeline Baum, peut-être qu'on peut avoir quelques éléments de réponse avec vous, que vous avez commencé à glisser hein, dans votre intervention. Comment est-ce qu'on peut tirer des conclusions et des conséquences finalement de ce qu'on a traversé? Vous évoquiez le télétravail, la possibilité aussi de faire du coworking. Comment est-ce que la métropole, elle travaille déjà sur ces thématiques-là pour prévenir peut-être d'autres crises comme celles que nous traversons? Alors, 2 réponses et puis juste un commentaire, enfin un rajout à la discussion précédente qui, à mon avis, est importante. Sur la question des nouveaux modes de travail, des nouveaux modes d'organisation dans cette société malheureusement sans contact et que je souhaite quand même avec lien, mais je mets le gros point de vigilance sur ce qu'on est en train de faire de nous, être vivants, être sociaux. Je fais référence là aux propos d'Éloi Laurent il n'y a pas très longtemps. Enfin, voilà quoi, on a tous notre responsabilité pour éviter de glisser dans le sans contact, sans lien. On a fait le choix à la métropole donc d'accompagner des lieux, hein, pour être clair. On lance l'étude, enfin, en tout cas, je vais proposer à mes collègues de voter pour une étude très bientôt pour trouver, en fait, enfin, pour identifier clairement les lieux où on pourrait implanter des lieux de télétravail, mais aussi adossés à du coworking, mais aussi ce que je disais tout à l'heure, des lieux d'expérimentation, de prototypage, etc. Ça, c'est le premier point pour celles et ceux
essentiellement salariés qui vivent à l'extérieur de la métropole de Lyon ou en première et deuxième couronne. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'avoir cette approche de la ville, de la proximité, du quart d'heure qui amène ce que disait Catherine Beaumont, le fait, ou ce que disait Laurent Sémieux, de recréer des centralités à l'intérieur du territoire de la métropole de Lyon, en dehors de Lyon et Villeurbanne, mais aussi au sein de Lyon et Villeurbanne, et qui amène cette forme d'autonomie dont parlait Laurent Sémieux. L'idée, c'est vivre et travailler au pays, pour faire très simple, et aussi consommer au pays. Ne pas avoir, quand on habite à Saint-Priest, pouvoir trouver du pain de qualité, un point de vente chaussures textiles, de la garde et de l'activité culturelle et sportive pour ses enfants, mais aussi pour ses aînés. Et juste, je veux revenir, un commentaire, c'est important ce qu'a pointé Maxime. Moi, je m'interroge vraiment là, dans la crise qu'on traverse, les collectivités, la puissance, entre guillemets puissance publique, on dialogue avec ce qu'on appelle les corps intermédiaires, les organisations patronales, etc. Et moi, je m'interroge vraiment sur la capacité à faire mouvement de ces corps intermédiaires. Parce que quand on voit, excusez-moi Maxime, mais qu'on a la CCI qui dit des choses, qui communique, la CPME, le MEDEF, mais aussi, par exemple, moi j'ai fait le choix dans la nouvelle gouvernance économique territoriale de faire rentrer le Centre des jeunes dirigeants, l'Union régionale des SCOP, la Chambre régionale de l'ESS, et ce qu'on voit, c'est que la dynamique, pour être clair, elle est du côté du CJD, de l'URSCOP et tout. Ils savent parler à leurs adhérents, ils savent faire remonter leurs besoins du type ce que vous pointez. La CCI, elle est plus en capacité de faire ça. Alors d'accord, le gouvernement leur a coupé les pieds, les bras, les jambes, mais quand même, en tout cas moi c'est de ma responsabilité en tant qu'élu de dire là il y a un vrai problème. Parce que c'est important, les groupements d'acteurs, les clusters, les pôles de compète, ce que pointait Caroline. Mais enfin, quand même, on est en France, il y a ces corps intermédiaires qui perdent clairement en puissance. Donc, il y a une question à se poser. Une dernière petite réaction avant qu'on termine cette table ronde. Est-ce que certains veulent réagir à ce que vient d'annoncer Emeline Baume ? Cyril Brun, je laisse Emeline exprimer son point de vue. Moi, j'ai plusieurs contre-exemples quand même, de corps intermédiaires qui, durant la crise, ont ouvert des webinars où ils nous ont invités d'ailleurs sur le PGE, par exemple, ont monté des cellules d'écoute qui sont plus discrétionnaires qu'une action, des cellules d'écoute pour les, notamment, je pense à la CCI régionale. Il suffit de leur demander les milliers d'appels qu'ils ont eu de commerçants qui étaient en situation très complexe personnellement. Voilà. Je suis désolé, ça plombe un peu l'ambiance, mais voilà. Donc il y a aussi de belles initiatives, Emeline. Voilà, tout n'est pas, voilà. Donc j'ai plusieurs exemples à votre disposition sur le sujet quand même sur ces corps intermédiaires. Voilà. Merci beaucoup en tout cas à tous d'avoir participé. On me demande de conclure rapidement. Je vous indique que cette table ronde est à revoir autant de fois que vous le voulez sur le replay des journées de l'économie, les GECO en ligne. Merci à tous les 6 de votre participation. Vous avez bien respecté l'horaire. Merci à tous pour cette table ronde très riche, donc à revoir en podcast, en replay sur le site des GECO. À bientôt. Merci. Au revoir à tous. Merci.